Ok, donc alors là, ici, on va visiter le village de L'an 1000. l'an 1000. Ouais, Donc alors, ah ouais, quand on était à l'an 1000. c'est ça. La vidéo, voilà, donc là ça fait des chevrons, donc c'est grâce aux 4 barres. On peut travailler sur des métiers à tisser avec une seule barre, qu'on va voir tout de suite après. Avec une seule barre, on va avoir un métier, on va avoir un tissu qui va tout droit rectiligne, un peu comme nos tissus d'aujourd'hui. Nos t-shirts sont tout droits. En face, on a un métier à tisser qui est du lin dessus. Donc le lin, c'est une autre fibre. Donc tout à l'heure, on avait la laine du mouton. Là, le lin, c'est en fait une plante. On récupère la fibre de la plante qu'on va casser pour obtenir ensuite un fil qu'on va étirer. Et le lin, souvent, c'est le sous-vêtement de l'époque. Ah ouais, c'était là avec ça qu'on faisait nos slips, c'est ça? On va faire nos tuniques en lin qu'on va mettre sur nous et ensuite on aura une tunique en laine par-dessus. D'accord. Voilà, été comme hiver. Okay. On a 2 tenues, pour l'hiver on est bien équipé, on a même des manteaux supplémentaires, donc les manteaux c'est des grosses couvertures qu'on va enrouler autour de nous. Et l'été on reste sur des tenues tuniques en lin et tuniques en laine. Donc là on va me dire, on est un peu fou, quand il fait 30 degrés ou 40 degrés, on a une tenue en laine sur nous, on va crever de chaud. Non, il respire en fait. On respire, c'est des matières qui sont naturelles et souvent en fait on imagine que le mieux pour nous c'est de se mettre en short ou en t-shirt. Sauf que ça, la mode t-shirt short, c'est pendant les années 50. D'accord. À l'époque, nos ancêtres, même mon arrière-grand-père ou quoi que ce soit, quand ils allaient dans les champs, ils étaient habillés jusque au niveau des manches, hein, tout était couvert. C'est vrai. Ils avaient toujours une casquette ou un chapeau sur la tête pour éviter les insolations. Et on le sait, de toute façon, le soleil, c'est très mauvais pour la peau. Donc on a tendance à vouloir, en gros, se faire joli pour plaire aux gens, donc avoir des beaux t-shirts, être bronzé, etc. pour plaire. Mais l'être humain n'est pas fait pour ça en fait. On doit être bien habillé, bien couvert. Quand on va dans les pays très très chauds comme au Sahara, ils ont le soleil, pourtant ils sont équipés, il n'y a que les yeux qu'on peut voir, parce que justement les coups de soleil c'est très mauvais, donc ils vont avoir des écharpes autour du cou, etc. Un peu comme toi que tu as aujourd'hui. Ils sont bien équipés pour justement être à l'abri de tous ces problèmes naturels. Ah, j'ai vu ça, les Touaregs, tout ça, ouais. Je les ai voilà. On passe à côté, qui sont là, le jardin qui est très mal entretenu pour cette saison, mais en fait c'est plusieurs carrés de jardin, donc une partie qui va être médicinale, qui va servir à faire les médicaments, ce qui va nous permettre de nous soigner, et ensuite on a des parties potagers, on a des parties qui vont servir aussi à faire les teintures, comme j'ai pu te parler tout à l'heure. Ouais. Donc en fait on a plusieurs carrés différents et les jardins sont surélevés. Pourquoi ils sont surélevés? Déjà c'est plus facile à travailler la terre et ça permet aussi, ça évite tout ce qui est vermine pour qu'ils puissent aller dans le jardin. Ça évite les escargots, les limaces, etc. Au moins il s'est protégé par une clôture tout autour. Ah c'est mieux, ouais, effectivement. C'est réfléchi. C'est bien trouvé. Pourtant ils étaient pas bêtes. Loin de là. Loin de là. Ici on a un autre atelier que je ne vais pas t'ouvrir parce que finalement en fait il est en cours de construction. C'est qu'à l'intérieur il va avoir un tour à poterie. Actuellement il n'y est pas, donc c'est juste un bâtiment vide, mais après il y aura le tour à poterie à l'intérieur qui va permettre de faire de la céramique et ensuite la cuisson de la céramique qui se fera par la suite. Ok. Ensuite nous allons poursuivre sur le travail du bois. Donc le travail du bois, à l'époque on les appelait les boisseliers. Ah, c'était pas les menuisiers. C'est pas les menuisiers, parce qu'en fait les boisseliers ce sont les gens qui travaillent le bois, mais tout le bois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le menuisier c'est celui qui fait les meubles. Ouais. L'ébéniste c'est celui qui va travailler les meubles et qui va sculpter, etc. On a le charpentier qui va faire la maison, qui va faire la charpente de maison. On a en travailleur du bois, on a des plaquistes. On a toutes sortes de métiers différents pour le travail du bois aujourd'hui.
À l'époque, le boisselier, c'était tous ces métiers-là, mais réunis en un. C'est-à-dire que le mec, en gros, il prenait sa hache, il allait dans les bois, il abattait son arbre. De là, avec l'arbre qui était au sol, ben, soit il faisait de la charpente, soit à un moment donné, il va faire des planches pour faire des coffres, il va faire aussi les constructions pour les maisons, il va faire des pendentifs pour mettre autour du cou, donc en forme de croix ou en forme de plein de choses différentes. Donc il va vraiment travailler le bois de tout au tout, c'est-à-dire abattre l'arbre jusqu'à au final obtenir un objet. C'est énorme. Il savait vraiment, en fait, dans le temps, il savait vraiment plus faire avant que maintenant on peut faire maintenant. C'est ça un peu. Dans le temps, un boisselier qui touche vraiment tout par rapport à un menuisier, on va dire. Ouais, parce que, on va dire comme, ça, mais comme tu l'as dit, ils étaient débrouillards. Ah ouais. Ils étaient débrouillards. Ça va faire Aujourd'hui, tout je ça, ne vais pas il- te dire qu'un menuisier va pas pouvoir faire de la charpente, parce qu'à partir du moment où tu commences à toucher le bois, Ouais, effectivement, ouais, c'est parlant. c'est à peu près les mêmes assemblages, etc. Effectivement. Sauf que c'est un peu plus gros. Mais le métier de boisselier, c'était vraiment très rude quand même comme métier. Ah ouais, respect. Hein. Donc là, à l'intérieur, je vais Oh là là, petite cascade. nous retrouvons plusieurs appareils qui sont logiquement à l'extérieur. Et ici, tu as un métier, enfin un tour à bois. Donc le tour à bois lui va permettre de faire tout ce qui est objet cylindrique. Donc les fuseaux qu'on a vu tout à l'heure à atelier de tissage, D'accord. les petites toupies. Donc là, ils sont fabriqués sur ce tour-là. Ils servent également à faire les assiettes, les D'accord. bols, donc en bois. Ça sert également à faire des pieds de chaise, etc. Tout ce qui va être bien rond, bien cylindrique vont être fabriqués sur cet appareil. Excellent. Comment ça fonctionne? Oui. On a deux parties métalliques qui sont ici. D'accord. La pièce de bois qu'on veut travailler, c'est celle-ci. Donc elle est mise entre les deux parties métalliques. Celle-ci, elle est amovible. Comme ça, ça permet de coincer la pièce qui est ici entre les deux parties métalliques. On l'enroule autour d'une corde. La corde, au bout de la corde, tout en haut, on a une perche qui va permettre en fait de faire un ressort. D'accord. Et en bas, je ne sais pas si tu peux voir, Si, on si. a une pédale. Bon, je le vois. Donc, avec notre pied, on va appuyer sur la pédale. Et la pièce de bois qui est en face de moi, du coup, va tourner. D'accord. Donc, elle fait un aller et un retour. Comparé au tour à bois électrique d'aujourd'hui, qui tourne toujours dans le même sens. Ouais. Parce que le moteur a toujours tourné dans le même sens. Là, on a un aller et un retour. Donc, le ciseau à bois, donc l'outil tranchant, on va devoir le mettre une fois sur deux sur notre pièce métallique. Ah ouais, Je effectivement. m'explique, c'est-à-dire quand la pièce vient vers moi, je pose mon outil tranchant. Quand la pièce repart, je retire mon outil tranchant. Sinon, ça va me le désaffûter. Normal. Donc, ça va être un coup de pied et un coup de main à la fois. Et faire ça toute la journée, il faut changer un peu de jambe. Sinon, on va avoir un mollet plus gros que l'autre. C'est vrai. Ah, c'est vraiment un bon coup de main. Voilà, la pièce, elle est un peu sèche, hein, parce qu'elle est là, elle a été là toute la saison, enfin tout l'hiver. Ainsi qu'on va travailler une pièce de bois un peu plus verte, c'est plus facile à travailler. Mais grosso modo, tu as compris le système. J'ai compris le système. Ouais. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on va aussi faire des bols et des assiettes. Donc pour faire des bols et des assiettes, j'ai une partie qui est déjà tournée, qui va venir ici. On va mettre la corde autour. Et ici, on a des pics métalliques. D'accord. Sur ces pics métalliques, on va coincer une grosse pièce de bois. Cette pièce-là, hop, on va taper très fort dessus. Grosso modo, ça vient comme ça. D'accord. La corde va être autour de cette pièce, ça va Ouais. tourner. Et en tournant, on va creuser du coup l'intérieur de notre bol, L'intérieur, voilà. façonner l'extérieur et on aura des bols et des assiettes. C'est excellent. Ah, j'adore. Ensuite, on a cet appareil qui s'appelle un bandane, Un bandane. en deux mots. Bandane. Et âne. D'accord. Donc l'âne, c'est l'animal. Je pense que c'est parce que ça ressemblait un peu à un âne. Ouais, ouais. Peut-être parce que la personne qui va être dessus était peut-être un âne. On ne sait pas. Et bon, parce qu'on va s'asseoir dessus. Donc on prend un outil tranchant, là que j'ai pas ici sur moi, mais grosso modo, je te montre le truc, c'est qu'on s'assoit dessus. On prend une pièce de bois. Avec mon pied, je pousse la pièce vers l'avant, qui va me permettre en fait cette pièce-là de venir vers moi. Et du D'accord. coup là, ma pièce de bois, elle est coincée. Là, je peux tirer dessus, elle bouge plus. Ok, c'est la bloquée. Donc ça fait un étau. Ça remplace l'étau d'aujourd'hui.
Et là, avec un outil, donc là, je vais prendre un ciseau à bois, hein, par exemple, je vais pouvoir sculpter ma pièce de bois sans qu'elle bouge. Je relâche le pied, ma pièce elle est libérée, je la retourne, je resserre et je peux travailler. Ok, excellent. Aujourd'hui, nos étaux d'aujourd'hui, c'est une vis sans fin que tu viens serrer, desserrer, serrer, C'est ça. desserrer. Là, on a les mains libres, on travaille assis et la pièce est maintenue. C'est magnifique. Ah ouais. Comme quoi ils avaient de l'imagination dans le temps. Hein. C'est ça. J'adore. Alors là, les gars, Mathieu me fait un énorme cadeau. Il me fait rentrer dans un endroit off. Donc ça veut dire que c'est interdit au public. Et je vais peut-être devenir un chevalier. C'est la classe. Ok les gars, donc là alors, là il va me mettre une cotte de maille. Cotte de maille qui fait à peu près 15 kg. Donc je te demande juste de l'enfiler comme un t-shirt. Donc par le bas, t'enfiles les bras, la tête, et voilà. Ah je le sens. Ça me fait penser un peu à la frag mais... Donc ça, ensuite je vais te mettre un casque Ah ouais. qui va te permettre de te protéger le crâne. Donc métallique. Excellent. Donc là il fait à peu près 3 kg. 3 kilos le casque. D'accord. Ah effectivement. Ah je le sens bien. Un bouclier qui fait dans les alentours de 5 à 6 kg. Ah ouais effectivement. Donc celle-ci elle fait 2 kg à peu près. Ah ouais. Donc là tu es sur un équipement à peu près militaire d'une personne relativement aisée, parce que la cotte de maille était rare à l'époque, parce que déjà le fer était rare, et très long à fabriquer. Donc là tu es sur une personne relativement aisée, donc avec un casque, une maille, un bouclier et une épée. D'accord. Effectivement, il mettait quelque chose de chaud, j'imagine, en dessous de la maille. Par-dessus, parce que- tu avais une autre armure, entre guillemets, qui était un gambison. Donc c'est une armure matelassée, un peu comme les doudounes d'aujourd'hui pour aller au ski. D'accord. Donc tu mettais ça et après la maille par-dessus. Ah ouais, Ce qui effectivement, permettait en fait d'amortir les chocs. Effectivement. Parce que là, si on te donne un gros coup de hache ou d'épée sur l'épaule, bah, l'épaule va pas tomber par terre parce que tu es protégé avec la maille. Par contre, ça peut te casser les os à l'intérieur. Donc C'est on ça. va te mettre une armure matelassée qui va permettre d'amortir le choc. Effectivement. Putain, manipuler ça, pas mal. Elle est grande quand même l'épée, hein, je tiens à dire. Elle Donc fait là, on est sur une taille d'épée de l'époque du 10-11e siècle. 10-11e siècle et Ouais. elle fait 1 mètre combien? Enfin, j'imagine. Euh, Un bon mètre. Quoi. Ouais, fait peut-être 1m10, je l'ai jamais mesuré. Hein, donc, Effectivement. Ah, il portait déjà rien que ça, à bout de bras déjà. Le bouclier voilà. fait combien Il de faut kilos entre 5-6 kg. Il faut se dire que le bouclier, il faut le manipuler dans tous les sens. Là, tu le manipules juste comme ça, mais quand tu as quelqu'un en face de toi qui te donne des coups, Ah ouais, effectivement. faut le tenir. Et la lanière, alors, elle sert à quoi La lanière, ça va te permettre en fait d'accrocher ton bouclier dans le dos quand tu vas venir aller marcher, d'aller D'accord. d'un point à un autre. Elle sert pas du tout niveau combat. Quoi. Bah, tu peux t'en servir comme combat, c'est-à-dire qu'il va être autour de toi, tu tiens le bouclier dans la main, et si en face de toi tu as une brute vraiment costaud qui va te donner un gros coup de hache, et que tu lâches ton bouclier, au moins il va pas tomber par terre, tu pourras le récupérer, ce qui va être maintenu par la sangle. D'accord. Eh ben, dans le temps, fallait pas être infragile. Hein. Je comprends que dans le temps, ils étaient costauds, les gars. C'est ça. Donc là tu as un petit équipement, épée, bouclier, mais après on peut retrouver d'autres équipements, donc tu as la grande hache, la lance, la petite hache. Le casque, là, tu as celui-ci qui est nasal, tu en as qui vont protéger le visage aussi. Tout va défendre aussi des régions où tu vas être. Tu vas avoir plus sur la partie scandinave où tu vas avoir des parties qui vont vraiment protéger les joues. D'accord. Sachant qu'en 1100, quel était notre. On était. Bon, c'était le Moyen-Âge, on est d'accord. Mais on était quoi, nous, en 1100? On était quoi, carolingiens, mévoragiens Carolingien. On est des carolingiens. Voilà. Donc là, je porte un équipement typique carolingien. On est d'accord. C'est ça. Donc en plus de ça, les couleurs qui sont dessus, là tu as un mélange de plusieurs dessins et de couleurs. Mais il faut se dire que cette partie-là va être retirée à une période du Moyen-Âge pour passer sur l'héraldique. Donc c'est carrément des couleurs bien précises qui représentent la ville. Parce que souvent, en fait, au début du Moyen-Âge, tout le monde va faire un dessin sur son bouclier. C'est-à-dire que toi, si tu as envie de mettre un loup, tu vas faire un loup. Moi, si j'ai envie de mettre un renne dessus, je vais faire un renne. Sauf que sur les champs de bataille, tout le monde va avoir des couleurs Et on différentes. va se perdre. Et quand tu es bien équipé, bah, tu risques de tuer ton pote. C'est ça. Donc à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de pertes. Donc on va mettre des couleurs sur nos boucliers.
Donc les boucliers vont avoir des couleurs pour justement, un peu comme les équipes de foot ou de rugby d'aujourd'hui, où tu as 2 couleurs différentes, les boucliers vont te permettre de te reconnaître. D'accord. Donc tu vas pas taper sur ton pote, mais sur l'adversaire. Ouais, bien sûr, je comprends. Les bleus contre les noirs contre les rouges, et ainsi de suite. C'est ça. Ah mais j'adore, mais c'est vrai que c'est... Donc là tu es sur une petite partie d'équipement, après il y a les protections des jambes, qui va être en cuir, on a les protections des avant-bras, enfin il y a vraiment tout un équipement qui se fait. On a aussi la partie qui se protège le visage qui s'appelle le kamaï, donc c'est la même chose que ça, sauf que tu vas avoir comme une cagoule. D'accord. Donc c'est vraiment tout équipé. Un soldat, quand il est bien riche, avec pas mal de matos en équipement militaire, il peut avoir entre 30 et 40 kilos sur les épaules. Au moins il est bien protégé. Il est bien protégé. Il est peut-être sûr de revoir sa femme et ses enfants. C'est ça. Souvent ce qu'on dit, ce qu'on peut penser, parce que à cause des films, c'est qu'une fois que tu es par terre, tu es mort. C'est faux. Les seuls chevaliers qui sont au sol et qu'ils ne peuvent pas se relever, c'est ceux qui font de la joute. Donc c'est du sport. C'est un cheval face à un autre avec le chevalier dessus. Et là, ils sont équipés de la tête aux pieds, il n'y a pas un petit espace de libre. Donc eux, en effet, quand déjà, il faut les mettre sur leur cheval, et une fois qu'ils sont tombés, c'est compliqué de les relever. Par contre, quand tu vas aller au combat réel, un vrai combat, si tu tombes de ton cheval, bah, il faut quand même que tu arrives à te lever pour pouvoir combattre, parce que sinon ça veut dire que tu es mort, et ça serait dommage. Donc le plus important, c'est que ça soit souple au niveau des gestes. Donc là, par exemple, si je te retire ton épée et ton bouclier, je te demande de faire 3 pompes, parce que je suis gentil avec toi, je suis sûr que tu peux le faire. Bon, allez, feu. Feu. Allez, vas-y. Malgré la maille. Peut-être que tu regardes pour voir si je vais te baisser s'il faut le... Regarde bien. Ouais bah j'ai même pas besoin. Attends, avec... Ouais, tu peux même garder le casque. Hein. Ça va, mais j'ai peur qu'il tombe. T'inquiète pas, il cassera pas, il est en métal. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. T'as encore pas mal de kilomètres à faire, je suppose. Mais tu vois que finalement, t'arrives à bouger. Effectivement, ouais, c'est assez souple. Et il faut se dire que là, t'as 15 kilos sur les épaules, mais le poids, il est réparti sur tout ton corps. Il est réparti sur tout mon corps, j'avoue, c'est pas... Si tu le prenais en main, là, le poids... Ouais, le poids, ouais. Non, mais ça va, je peux... Ça va, en fait, je me sens plutôt bien, je me sens même plutôt à l'aise, j'avoue. Et après, maintenant, pour le retirer, il y a une technique. Ah! La technique, c'est la technique de plonger comme à la piscine. Ah, d'accord. Tu te mets comme ça. Et moi, je vais te faire glisser la maille. En fait, ça va aller tout seul. D'accord. 1, 2, 3. Hop. On rock les oreilles. Et tu vois, hop, ça glisse tout seul. Ouh. Par contre, on se sent plus léger. Ah, d'un coup, là. Voilà. Ah bah, merci beaucoup. Franchement, super. J'adore. Que dire, bon, je te remercie vraiment. Bah, t'es vraiment un type en or. Et merci de m'avoir fait montrer ce magnifique village. Parce que franchement, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont comprendre énormément de choses. Ils vont vraiment apprendre énormément. Et surtout, n'oubliez pas, venez à Château-Thierry, les gars. Franchement, les gens, ils sont juste formidables. C'est ça. Et profitez également, si vous êtes dans le coin le 15 et 16 juillet, on a les fêtes médiévales sur le château, donc, qui sont organisées par l'association des Castels, mais aussi par la mairie de Château-Thierry, où là, on va avoir beaucoup de campements sur le château, sur le vieux château. Donc, on a des amis belges qui viennent, des vikings, on a des cracheurs de feu, et ça sera sur un week-end entier, le 15 et 16 juillet. Eh ben, c'est juste parfait. Bon, ben Mathieu, franchement, merci pour tout. Franchement, t'es un amour, y a rien à dire. Tu m'as fait visiter un château, un village en or. Excuse-moi, tu m'as fait pas de souci. Un village en or. Et t'es un mec vraiment sympa. Et j'espère qu'on se reverra. Bah, j'espère aussi. C'est super. À la prochaine. Merci bien. Et bonjour en Belgique de ma part. Ah oui, comment. Et prenez soin de vous, les gars. Et franchement, allez visiter Château-Thierry. C'est juste une dinguerie. Ciao. Plaisir.